Cette intro, vous la connaissez et je la connais. C'est vrai, il faudrait être totalement déconnecté pour ne pas connaître Marvel Studios, surtout à notre époque où le style de film de super-héros s'est littéralement démocratisé au point de devenir un genre de film à part entière. Et ces dernières années, on en a bouffé de ce genre de film racontant des histoires sur ces personnages fictifs venus d'une telle licence de comics ou alors directement inventés sur le papier du scénario. Mais comment on en est arrivé là? Quel est le secret que cachent ces studios pour en arriver à créer de véritables univers cinématographiques? Salut à tous, moi c'est Ant et aujourd'hui je vais parler de Marvel Studios. De la même façon que j'avais présenté Pixar dans une vidéo qui lui était dédiée, j'ai décidé de m'attaquer aujourd'hui à ce monstre du cinéma qui pour moi représente parfaitement l'évolution et l'essence même des super-héros au grand écran. Et je peux dire que c'est aussi une question d'attachement puisque j'ai eu la chance de connaître les prémices de ce genre et de suivre son chemin, donc d'une certaine manière ça me tient à cœur. Bref, je ne présenterai pas le studio film par film, ni par l'histoire de son univers, mais bien par sa chronologie, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Faut déjà savoir que l'idée de faire des films sur les personnages de Marvel date d'il y a des années, 1980 pour être précis, et on peut dire que c'est plutôt bien pensé, car à cette époque, les comics étaient déjà riches d'histoires et de personnages écrits de la main de Stan Lee entre autres. Mais c'est dès 1990 qu'on se penchera plus sérieusement sur l'affaire. De véritables enchères seront ouvertes à des producteurs, réalisateurs et même studios de cinéma pour acquérir les droits de personnages et histoires de chez Marvel afin d'en faire des films. Et on peut dire que des projets, il y en a eu un paquet. Par exemple, James Cameron semblait motivé pour produire un film sur Spider-Man avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, proposant une intrigue beaucoup plus sombre de ce que les comics avaient pu nous proposer. Mais à cause de problèmes de droit, le projet fut abandonné et Cameron se tournera vers Titanic. Pour vous citer d'autres projets n'ayant jamais vu le jour, des films sur Black Panther, Elektra, Doctor Strange, Ghost Rider et même Luke Cage étaient prévus. Mais au final, on a quand même fini par avoir des adaptations plus tard. Et c'est dès 1993 que le studio fut créé, ainsi nommé Marvel Films. Et tout ça, c'est grâce à ce monsieur, Avi Arad, qui a eu une énorme influence sur le cinéma, en plus d'avoir été le producteur de nombreux films Marvel, comme les trilogies des premiers films Spider-Man, Blade, Iron Man, les premiers X-Men et encore beaucoup d'autres que je n'énumérerai pas histoire de pas y passer 3 heures. Marvel Films se renommera Marvel Studios et directement, plusieurs contrats virent le jour autour du début des années 2000 entre Marvel et New Line, premièrement, qui permettront la naissance de la trilogie Blade, mais aussi avec Universal pour le premier Hulk, Lionsgate pour Punisher et sans oublier celui entre Marvel et 20th Century Fox. Ce contrat entre la Fox et Marvel est l'un des plus importants puisqu'il permettra la naissance de nombreux films au début des années 2000 comme les premiers X-Men, Daredevil, Elektra ou les 4 Fantastiques. Vous l'aurez compris, cette période marque le début des films de super-héros qui surfèrent littéralement sur la vague de succès qu'avait eu un de leurs prédécesseurs, l'Homme Araignée. Évidemment, je n'aurais pas pu vous parler des premiers contrats de Marvel sans mentionner celui qui faisait disputer cette entreprise avec d'autres sur les droits du personnage. Pour vous y résumer brièvement, ça se dispute entre Sony, Columbia Pictures et Metro-Goldwyn-Mayer qui arrivaient à se partager leur part du travail que ce soit sur la production ou la distribution. Et encore aujourd'hui, ce partage existe toujours, mais j'y reviendrai plus tard. Bref, on vit dans une époque où les films de genre sont faits comme des coups de poker, à savoir soit ça passe, comme pour le premier Spider-Man qui sera acclamé par tout le monde, ou soit ça casse avec Daredevil qui recevra même un Razzie Award pour le pire acteur, à savoir Ben Affleck dans le rôle du justicier aveugle. Et on peut dire qu'un autre coup de hasard dans le genre verra le jour quelques années plus tard, en 2008 plus précisément avec Iron Man qui marquera l'ouverture du Marvel Cinematic Universe. Nous sommes donc dans la fin des années 2000 et à part celui de la Fox et Sony, la plupart des contrats avec d'autres studios ont été abandonnés, ce qui a permis à Marvel de récupérer les droits d'un bon paquet de personnages. Et c'est à ce même moment qu'un cher monsieur appelé Kevin Feige fera son apparition. Tout droit sorti de ses études de cinéma, il a directement été repéré pour bosser sur le premier X-Men et verra l'occasion de faire plus, d'inventer une véritable saga autour de ses personnages. Marvel se liera donc avec Paramount Pictures pour les 5 prochaines années afin de produire quelque chose de nouveau. Ça n'allait pas être juste des films sur un personnage en particulier, mais une véritable connexion établie entre eux afin d'aboutir à l'un des projets les plus ambitieux du cinéma. Et comme tout chemin vers la réussite, on a un commencement. Iron Man était un choix plus que risqué pour démarrer ce MCU puisqu'à l'époque, il était très loin d'avoir la même cote qu'il avait aujourd'hui. Pour les fans, c'était juste ce type alcoolo en armure rouge et jaune, mais au final, c'est vraiment réussi. Le film est génial, Robert Downey Jr. est un parfait choix de casting pour ce rôle qui changera sa vie, et la scène post-générique du film nous teasait déjà le projet Avengers. La suite, vous la connaissez. La même année sortira l'incroyable Hulk, malgré qu'Edward Norton se fera remplacer par Mark Ruffalo dans le rôle du géant vert, un second opus à Iron Man en 2010, un film sur Thor et Captain America en 2011 avec 2 Chris en tête d'affiche et sans oublier le très attendu Avengers. Il faut savoir qu'à cette période, Disney venait tout juste de racheter Marvel pour la somme de 4 milliards de dollars qui était donc prêt à apporter tout son soutien, et surtout sa thune, dans la production et la distribution des films Marvel. Et c'est ainsi que les différentes phases du MCU s'enchaînèrent, introduisant un peu plus de personnages à chaque fois comme les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man, Doctor Strange et même l'arrivée d'un nouveau
nouveau Spider-Man en dépit de l'annulation de la suite prévue As The Amazing Spider-Man 2. Pour ce coup-là, Disney et Sony se partagent encore les droits sur le tisseur de toile et son univers. Par exemple, Venom, Spider-Verse et le futur film Morbius sont de Sony, tandis que le reste de l'univers de Peter Parker est de Disney. C'est un contrat assez délicat puisqu'ils n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord et qui a même failli, il y a plus d'1 an, partir en fumée. Et du côté de la Fox, eux aussi continuent leur film autour de la saga X-Men, s'étendant à des volets centrés sur Wolverine, Deadpool et même sur une nouvelle saga, si je peux appeler ça comme ça, de films avec X-Men Days of the Future Past qui ouvrira la porte à de nombreux films sur ces mutants, interprétés par d'autres acteurs cette fois-ci. Mais vous vous doutez bien qu'étant donné que les droits de ces personnages appartiennent toujours à la Fox, on ne les verrait jamais aux côtés de ceux du MCU qui appartiennent toujours à Disney. Et pour vous illustrer un autre genre de ces problèmes de droits, dans Avengers Age of Ultron, le personnage de Quicksilver fait son apparition mais mourra assez tôt puisque ce même personnage est aussi présent dans la nouvelle saga des X-Men, interprété par un autre acteur qui avait signé pour d'autres films à venir. Et si vous pensez que c'est un bordel sans nom, on est d'accord, mais ce n'est pas tout. En 2017, Disney annoncera son intention de racheter la Fox et cette transaction se terminera en mars 2019. Ce qui veut dire que la nouvelle saga X-Men étant terminée, les droits de ces personnages, mais également des 4 Fantastiques, appartiennent désormais à Disney, donc Marvel Studios étant libre de les interpréter à sa sauce. Et s'il y a un contrat que je n'ai pas mentionné, c'est celui entre Marvel et Netflix qui a été plutôt bref, mais qui a quand même permis la création de 6 séries centrées sur des personnages comme Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher et la meilleure de toutes, Daredevil. Malheureusement, la plupart de ces séries ont été annulées à cause de l'arrivée assez rapide d'un concurrent à Netflix, Disney lançant sa propre plateforme de streaming, Disney+. Et voilà où on en est aujourd'hui. Au total, Marvel Studios a réussi à réaliser 3 phases de 23 films différents, en plus des nombreuses autres adaptations hors MCU. Ils ont littéralement iconisé certains personnages que l'on ne verra plus de la même façon après les avoir vus dans un film ou un autre. Au final, en regardant Avengers Endgame, on peut dire qu'on vient de loin, car qui aurait pu se douter il y a maintenant 12 ans qu'on arriverait à rassembler autant de personnages, de héros ou vilains dans un seul et même écran. Ici, l'ascension de Marvel Studios a été plus qu'incroyable, et cela grâce à ses nombreux contrats envers d'autres entreprises, et ce n'est pas prêt d'être fini, car en plus d'avoir adapté de nombreuses histoires et événements tirés de comics, on nous prévoit encore de nombreux films et séries à venir sur des personnages encore jamais apparus, sur des acteurs encore trop peu reconnus et sur des histoires qui, je l'espère, seront encore jamais vues. Le temps nous le dira et c'est avec nostalgie que les nombreux fans de cet univers regarderont en arrière et souriront aux côtés de ces personnages qui sont éternels. I created this man. I was about to say that, see? And none of that would have happened without the creative genius of this man standing beside me, Mr. Stan Lee. We all know that.